mesdames et messieurs les membres du jury, chers amis élèves avocats. Le choix du sujet fut pour moi un véritable dilemme. L'opération déduction s'imposait. À la recherche des pas perdus. Pour être franche, je ne les ai toujours pas trouvés. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. En choisissant ce sujet, il ne m'était pas possible de terminer le discours sans un striptease. Je l'aurais fait, mais je craignais par la suite de susciter une trop grosse vague d'admiration. Faut-il se contredire pour mieux dire? Contredire, mieux dire, bien dire, dédire. En ce qui me concerne, trop de philosophie tue la philosophie. Il ne me restait plus qu'à vous parler ce jour de l'exil, et notamment de l'exil fiscal. L'exil fiscal, une attitude honteuse. L'exil fiscal, une question de survie. Certains vous diront qu'aujourd'hui, la France est un pays économiquement dans le déclin. Les circonstances actuelles tendent à corroborer cette thèse. Le pouvoir d'achat est au plus bas. Les contribuables sont accablés de taxes, de contributions et d'impôts en tout genre. Et le chômage y est en hausse constante. Et ce, même si ces derniers mois, selon notre président, cette hausse est en réalité une baisse, si vous avez compris la définition. Certes, nous serons obligés de travailler toute une vie pour alimenter les comptes étatiques, aujourd'hui mis à mal par une redistribution difficile à assumer. Certes, certains même, après avoir passé toute une vie à se constituer un patrimoine à transmettre à leurs enfants, verront ce même patrimoine accablé de droits de succession lors de la transmission. Dès lors, par une logique implacable, certaines fortunes françaises sont contraintes de s'exiler. Le plus connu d'entre eux, celui qui a été le joker indispensable du président Sarkozy lors de la dernière campagne présidentielle, celui-là même qui voit Zazie courir sur un terrain de football, il a rejoint la Suisse en 2006. Florent Pagny, quant à lui, a choisi la Patagonie. Selon ses dires, il y trouve une vie normale et équilibrée. Or, ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'aujourd'hui, il ne prend pas part au système de redistribution français. Mais, chaque année, via sa participation à une célèbre tournée musicale française, il pousse le français moyen à y contribuer. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Si moi aussi j'usais de ma liberté de penser, je vous dirais, quelle belle enfoirée. Enfin, Yannick Noah est peut-être l'exemple le plus criant que la France ait eu à connaître. Il vit aux États-Unis, il fait la promotion de ses albums en France, il est élu régulièrement personnalité préférée des Français. Il me semble qu'en 2011, ce fut la 8e fois. Et pourtant, refuse de payer un redressement fiscal de plus d'1 million d'euros. Cherchez-les. Faut-il rappeler à ces célébrités que l'argent ne fait pas le bonheur? Nous nous devons de leur rappeler qu'elles devraient avoir honte de quitter la France pour une simple raison d'argent. Ah, que Johnny saisisse le sens de mes propos, si ses facultés intellectuelles, imbibées ou non, le lui permettent. Car, il faut le dire, le patrimoine culturel hexagonal est exceptionnel. Commençons par l'Alsace-Lorraine. L'Alsace-Lorraine renferme des traditions semblantes venues d'un autre monde. Au quotidien, l'Alsace-Lorraine, c'est la flammkuche, la chauffe de bière et le folklore. Le folklore, ces magnifiques tenues, que l'on pourrait également qualifier d'accoutrement, c'est cette mélodieuse musique. Vous me direz, qui peut ne pas nous envier le folklore alsacien? J'entends déjà votre réponse, un très grand nombre de personnes. Je vous l'accorde. Mais l'Alsace-Lorraine est à nous, donc nous l'aimons. La Bretagne et la Normandie, quant à elles, sont des régions où les gens affichent un optimisme récurrent. Quand vous leur dites qu'il pleut en permanence, ils vous rétorqueront que, chez eux, les prés sont verdoyants. Quand vous leur dites que le ciré jaune est un peu passé de mode et légèrement voyant, ils vous rétorqueront que eux, monsieur, ils sont pêcheurs. Et que eux, monsieur, c'est avec ce ciré-là qu'ils travaillent. Leur credo, être fiers de leur région, coûte que coûte. Mais ces régions sont à nous, donc nous les aimons. Nous ne pouvons évoquer la France sans aborder la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il n'est pas nécessaire d'enjoliver les choses. C'est un des rares endroits où la mer Méditerranée est propre. Le terroir est fertile, on boit toutes sortes de choses, l'olive, le vin, et le tourisme y est omniprésent. Mais attention, rien d'étonnant à cela.
son tapis rouge déroulé chaque année sur toutes les télévisions du monde, et les célèbres bikinis de Saint-Trope, aussi fins et discrets que ceux de Los Angeles, sont gravés dans les mémoires de tout un chacun. Mais la région PACA est à nous, donc nous l'aimons. Le parallèle pourrait être fait avec notre très célèbre ville de Paris. Paris, la ville des amoureux. Paris, la plus belle ville de France. Paris, une des plus belles villes européennes. Où est Paris? C'est un trésor. Oui, mais un trésor à l'état net. Parce que si vous rajoutez la charge pollution atmosphérique, si vous rajoutez la charge bouchon sur le périph', à l'état brut, Paris, c'est pas top. Mais Paris est à nous. Donc, nous l'aimons. Je réserve pour la fin la plus belle région de France, le Sud-Ouest. Non, il ne s'agit pas là d'un chauvinisme profond de ma part, mais d'une réalité implacable. Dans ce coin-là, les traditions y sont très profondes, et ce, à tout point de vue. Les hommes, tout d'abord. Les hommes ont un style certain, mais surtout un certain style. Oui, il est vrai, l'Italie a le rital, le grand, le beau. Mais nous avons notre homme, notre français, le bon, le vrai. Celui-là, nous le connaissons tous. Il porte la salopette sur le Marcel blanc. Il porte les bretelles élastiques. Sans oublier l'inconditionnel béret. Le béret, accessoire français intemporel. Il est partout. Certains d'entre vous ont pu encore le voir récemment place du Capitole. En rouge ou en noir. De Bayonne à Foix. Des férias au pâturage. Il est sur toutes les têtes. Les messieurs aujourd'hui pourront toujours tenter de porter sous leur robe des costumes de pièces, mais au fond de chacun d'eux sommeille ce français au béret. Les femmes n'ont pas à sourire du portrait dressé des hommes. Non, nos femmes ne sont pas les blondes suédoises ni les brunes pulpeuses et sulfureuses d'Italie. Non. Nos femmes à nous sont taillées dans un moule particulier. Des épaules type armoire à glace, légèrement carrées et saillantes, et un poids, 10 kilos de trop, minimum. La femme de chez nous aime la bonne nourriture, et ça se voit. Mais la française du Sud-Ouest est à nous, donc nous l'aimons. Le rugby est également un élément incontournable de notre patrimoine culturel français. Le Sud-Ouest, tout particulièrement, est le berceau des plus grands noms du rugby national et international. Des colosses double mètre, aux mains comme des battoirs, à l'accent qui sent bon le sud avec les R légèrement roulés, la mine particulière partiellement cabossée en fin de match, le tout dans un esprit viril et correct. Sans oublier la traditionnelle troisième mi-temps, généralement si peu alcoolisée. Oui, c'est cela le rugby français. Mais c'est également le French flair. Ce beau jeu, cette modestie et cette bonne foi que le monde entier nous attribue et nous envie. C'est la victoire en Coupe du Monde, toujours, mais alors toujours méritée. Et pourtant, toujours abandonnée aux mains des adversaires. C'est également les petites fourchettes, souvent subies et pourtant jamais, oh non, jamais pratiquées par les Français. Petite parenthèse pour ceux qui, dans le Sud, ne se seraient pas encore convertis au langage linguistique. La fourchette signifie le fait d'aller gentiment caresser le globe oculaire de l'adversaire avec l'index ou le majeur, afin de bien faire comprendre à l'autre, dans les regroupements, qui fait la leçon. En somme, la fourchette, une chose que le French flair ne connaît. Mais le rugby français est à nous, donc nous l'aimons. Ce tour du Sud-Ouest ne peut raisonnablement prendre fin sans évoquer la très célèbre tradition culinaire et gastronomique. Qui ne connaît pas la cuisse de canard confite du Gers? Qui ne connaît pas la saucisse de Toulouse? Qui ne connaît pas les grands vins du Bordelais, du Minervois, d'Écosse, de Gaillac, de Fronton? Et surtout, qui ne connaît pas le cassoulet de Casanova? Je vais blesser certaines âmes sensibles en disant cela, mais le débat est clos depuis longtemps maintenant. Le véritable cassoulet n'est pas celui de Toulouse, mais bel et bien celui de Casanova. Ne vous déplaise. Nous ne pouvons pas le nier. Partout dans le monde, l'image de la France est celle d'une bonne grosse table fermière, sur laquelle sont posées une bouteille de vin rouge, une baguette de pain, un bon morceau de fromage, un saucisson et notre fameux béret. À quoi bon changer d'accent pour adopter le parler new-yorkais du monde des affaires, que tout exilé tentera d'adopter?
Le Parisien semble, tant bien que mal, maîtriser ce langage. Le Toulousain, beaucoup mieux. Chaque nation dans le monde se voit attribuer une image. Que nous le voulions ou non, cette image nous colle à la peau. Nous ne devons pas nous en sentir offensés, nous devons en être fiers. S'exiler plus pour gagner plus. Soyons honnêtes. Qu'y a-t-il à gagner dans l'exil? Rien, et nous venons de le démontrer. Alors assumons notre culture et notre tradition française.